Quand on fait un montage juridique, il ne faut pas que ce soit dans le but de réduire l'impôt, même si ça l'est. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement dans le but de réduire l'impôt. Votre société, elle sort 1 million d'euros par an. Si vous les sortez directement sur la personne physique, vous allez vous faire déglinguer à l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous allez prendre une tranche marginale d'impôt qui va être phénoménale. Et c'est pour ça qu'on met la holding entre les deux. Si on fait des investissements professionnels, moi je préfère essayer de séparer l'activité de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que suivant le type d'activité qu'on peut avoir, on peut être face à des risques de créer une dette. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! On se retrouve aujourd'hui sur Structure pour une nouvelle série d'épisodes et pour ce faire, je suis en excellente compagnie. J'ai en face de moi Jean Laplace, marchand de biens et fondateur du club privé L'Alliance, serial entrepreneur aussi, dont le mentoring business fait partie des plus sharp et transformationnels que je connaisse. Et également, nous sommes aujourd'hui avec Grégory Prouveau, le comptable le plus connu de France, lui aussi serial entrepreneur, je dirais même serial investisseur, dont les conseils en montage d'entreprise, structuration patrimoniale sont toujours très attentivement écoutés dans nos masterminds. Voilà, donc avec Jean et Greg, nous, on les adore chez Squared. On a la chance de les côtoyer depuis plusieurs années maintenant, notamment au sein du Mastermind 78. Et ça faisait longtemps que je voulais les inviter sur le podcast pour qu'on échange sur des sujets qui leur sont chers et où ils sont clairement des experts. On va parler d'investissement, on va parler de montage d'entreprise, de holding, d'immobilier et plein d'autres sujets. Je vous préviens, niveau échange, on a l'habitude de les avoir en off. Là, on les a en public. Ça va être du haut niveau. Et la question va être surtout pour moi, connaissant la complicité des deux compères, et ça a déjà commencé avant l'enregistrement, est-ce qu'on va réussir à garder notre sérieux ? Première question, on va réussir à garder notre sérieux les gars ou pas ? Moi, je suis venu pour ça. Oui, évidemment, comme toujours. Bon allez, je propose qu'on démarre sur notre premier épisode de cette série. On va donner aussi le ton à la série puisque je vous propose qu'on ouvre le sujet patrimoine où vous êtes Jean et Grégory aussi calés, experts sur le sujet que complémentaires. Et en particulier parce que le sujet patrimoine est très vaste et que nous avons ici une audience d'entrepreneurs, j'aimerais donner une couleur à ce premier épisode. Ça serait comment utiliser la boîte comme effet de levier pour développer son patrimoine, pour faire fructifier son argent, parce que le réflexe, c'est plutôt de raisonner en perso pour le patrimoine. Mais moi, ce qui me plairait, c'est de pouvoir vous entendre sur votre philosophie, sur votre parcours, quand je vous parle de sujet de patrimoine. Et puis comme ça va nous permettre de vous découvrir aussi via ce prisme. Greg, t'es chaud pour démarrer ? Avec plaisir. Mais ça, c'est des sujets que j'adore. J'adore évoquer. Merci beaucoup, Romain, pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aussi avec Jean. On a plein de belles choses, je pense, à raconter là-dessus. C'est vrai que quand on est entrepreneur, en fait, on a cette chance de pouvoir choisir comment on se rémunère et de la manière dont on se rémunère. Et on a cette chance aussi de pouvoir s'appuyer sur notre capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur à aller développer un patrimoine, finalement. Et donc, pourquoi ne pas exploiter ce potentiel-là ? C'est un sujet qui est très vaste, qui va se faire, qui est vraiment sur mesure pour chaque entrepreneur, mais chaque entrepreneur va avoir un potentiel sous-estimé d'aller développer sa boîte. On peut le faire à titre perso, on peut le faire à titre pro. Moi, je l'ai beaucoup fait à titre pro, très peu à titre perso, parce qu'à titre pro, ça peut aller beaucoup plus vite d'aller développer un patrimoine qu'en le faisant à titre perso. On a une capacité d'emprunt en tant qu'entrepreneur qui est beaucoup plus importante grâce à notre boîte que grâce à notre potentiel personnel. Jean, quelque chose à ajouter sur ce premier apport de Greg ? Non, je trouve que Grégory parle très très bien, comme d'habitude. Non, ce qui serait intéressant, c'est de voir, plus que, au-delà de l'aspect philosophique du truc, c'est quelles sont toutes les différentes astuces qu'on peut avoir justement pour faire ces effets leviers.
Clairement, c'est la spécialité de Greg, il fait ça extrêmement régulièrement. Euh, Peut-être leur donner quelques indices de ce qu'on peut mettre en place en premier lieu pour utiliser ça. Bah, moi, j'aime bien faire des choses simples quoi qu'il arrive. Il n'y a pas besoin de faire des montages juridiques parfois trop compliqués pour faire des investissements immobiliers. Comme je disais, moi, je l'ai beaucoup fait à titre professionnel et j'ai utilisé, moi, une holding parce que j'en avais une dès le départ. Parce que lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat ou lorsque j'ai racheté mon cabinet expertise comptable, j'ai eu besoin de créer une holding. Encore une fois, la holding, il faut vraiment la créer lorsqu'on en a vraiment besoin, lorsqu'il y a un besoin de financement. On va pas la créer juste pour frimer avec les copains. Non, c'est inutile parce qu'une holding, ça coûte cher. Ça coûte des frais de création, ça coûte des frais d'administration, ça coûte du temps aussi et de l'énergie à s'en occuper. Donc si on peut reporter ça à plus tard, tant mieux. Mais le jour où on a finalement un besoin de financement, un investissement à faire, que ce soit pour racheter une société ou que ce soit pour racheter de l'immobilier, la holding, elle va jouer un rôle qui va être vital pour financer, permettre le financement du projet. Il y a des investissements à titre pro qu'on peut faire directement avec sa propre société. Mais attention, moi je déconseille. Pourquoi? Parce que si on fait des investissements professionnels, j'ai envie de dire, quand je dis professionnel, c'est qu'on le fait en utilisant la trésorerie de la société et qu'on le fait en utilisant peut-être la capacité d'emprunt de la société. Donc si on fait un investissement professionnel, moi je préfère essayer de séparer l'activité de l'immobilier. Pourquoi? Parce que déjà, dans l'activité, suivant le type d'activité qu'on peut avoir, eh bien, on peut être face à des risques de créer une dette. Peut-être un risque prud'homal, par exemple, parce qu'on a des salariés, et ça serait dommage de se retrouver dans une situation où, parce que notre société d'exploitation, bah, elle exploite, mais elle détient aussi de l'immobilier, mais qu'il y a ce risque qui apparaît dans l'activité d'exploitation, parce qu'il y a un risque prud'homal et qu'on a une dette à verser, bah, qu'on doit finalement vendre un bien immobilier qui est précieux pour nous, pour pouvoir couvrir cette dette qui est née d'un prud'homme ou d'autre chose. Donc moi, ce qui est important, c'est de pouvoir essayer de séparer, déjà pour ce point-là, c'est pour moi important de séparer l'exploitation des investissements immobiliers. Et une deuxième raison, c'est que moi, ce que j'aime faire, c'est aider l'entrepreneur à ce que sa boîte prenne de la valeur, qu'elle se valorise. Grâce à son organisation, sa structuration, grâce à ses équipes, grâce à ses process. Et le jour où on veut vendre cette boîte, parce qu'on part à la retraite, on a fait tout ce travail de valorisation, le jour où on veut la revendre, si cette boîte détient aussi de l'immobilier, est-ce que l'acquéreur, il va vouloir acheter aussi l'immobilier? Et est-ce que cet acquéreur, il va pouvoir aussi financer, en plus de financer l'achat de la boîte, financer aussi l'immobilier? C'est pas évident, surtout que finalement, en achetant une boîte qui détient de l'immobilier, en achetant les parts d'une boîte qui détient de l'immobilier, on a moins accès à une durée longue de crédit. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'aller vendre notre propre boîte sur laquelle qu'on a essayé de structurer pendant toute notre carrière. Ça va être plus difficile de la vendre si dans cette boîte, il y a à la fois de l'exploitation et de la société et de l'immobilier. Donc il faut séparer les choses et le faire à travers une holding, c'est une des solutions. C'est pas la seule. J'ai pas fait à chaque fois une holding, à chaque fois qu'un client voulait investir en immobilier avec sa boîte. Ça dépend. S'il y a pas, voilà, ça va dépendre du niveau de risque qu'il y a dans son exploitation. Mais en tout cas, la holding, c'est l'outil indispensable de l'entrepreneur ambitieux qui veut obtenir des financements pour ses projets entrepreneuriaux et immobiliers. Ouais, mais enfin, assez rapidement, une holding, ça vient du mot anglais to hold, qui veut dire détenir. Et en fait, c'est tout simplement une société qu'on va mettre entre une société commerciale. Donc, par exemple, moi, je suis marchand de biens, donc j'ai une société qui fait de l'achat-revente immobilier. Cette société, dans un premier temps, je la détenais à titre personnel. C'était moi qui étais propriétaire de la société. Et au bout d'un moment, pour des raisons qu'on va pouvoir évoquer derrière qui sont intéressantes, et bien en fait, on a intercalé entre moi et la société commerciale une autre société. Et la seule, l'idée principale, l'activité principale de cette société, c'est de détenir. Elle est là pour détenir l'ensemble des actifs, donc des autres sociétés qui sont dessous. Et c'est pour ça que c'est un truc, effectivement, c'est là où on en parlait avant de démarrer l'enregistrement, Grégory et moi, on va dire souvent la même chose sur les mêmes sujets, on est franchement d'accord sur la vision patrimoniale, mais c'est pour ça qu'on va vraiment chercher à mettre, par exemple, dans une SCI, le foncier sur le long terme, et bah, par exemple, moi, le marchand de biens, ça pourrait être logique de mettre tous les biens immobiliers dans la même société, mais ça présente un risque, hein, ce que disait Grégory, c'est que si ma société de marchand de biens, pour une raison malheureuse, venait à couler, ben en fait, on viendrait chercher avant tout, on viendrait récupérer l'immobilier que j'ai accumulé. Et alors que si je le mets dans la SCI, ben en fait, ma SCI est protégée, je continue de protéger la famille, me protéger et protéger la famille sur le long terme. Et malheureusement, ma boîte de marchand de biens coule, mais au moins, je garde tout cet immobilier, quoi. C'est un peu ça l'idée de fond.
Il y a peut-être une autre idée qu'on peut amener, c'est à quel moment on a besoin de cette... parce que là, il y a une infinité de cas, mais à quel moment on va avoir envie de faire cette holding? Bah, encore une fois, je suis d'accord avec Grégory, hein, l'idée c'est le plus tard possible. Globalement, alors moi j'ai peut-être un cas que t'as pas, Grégory, que je connais sur les holdings, une spécificité de marchand de biens. Et souvent, on va amener une holding au moment où la société d'exploitation, donc je reste sur mon exemple de la société de marchand de biens vu que c'est mon exemple personnel, quand elle commence à dégager trop d'argent, au début elle dégage de l'argent, vous vous payez pas, vous le remettez dans la société. Dans un deuxième temps, elle dégage de l'argent, vous vous payez, vous êtes content. Puis au bout d'un moment, bah, à force de faire le foufou, vous dites non mais là c'est bon, j'ai pas besoin de plus d'argent. Et donc en fait cet argent on peut le laisser dans la société, mais c'est dommage parce qu'on va avoir besoin de le réutiliser, de le stocker, de le faire fructifier. Et en fait, l'enjeu, c'est que si je pousse le vice, imaginez votre société, elle sort 1 million d'euros par an, vous n'avez absolument pas besoin d'1 million d'euros pour vivre. Si vous les sortez directement sur la personne physique, en étant propriétaire directement, ben, vous allez vous faire déglinguer à l'IRPP, sur le revenu des personnes physiques. Vous allez prendre une tranche marginale d'impôt qui va être phénoménale. Et c'est pour ça qu'on met la holding entre les deux. Parce que la holding, elle va stocker cet argent, on va pouvoir le sortir au niveau de la holding et arbitrer au niveau de la holding pour faire toute autre forme de placement dont on va sûrement discuter en long, en large et en travers derrière. Exactement, c'est un moyen de. C'est un portefeuille professionnel qui conserve notre trésorerie, le fruit de notre travail, sans que ça ait besoin de subir finalement l'impôt sur le revenu qui peut être démentiel, comme tu l'évoques, Jean, complètement. Ouais, exact, tout à fait ça. Alors nous, on a un cas particulier d'optimisation fiscale, donc toujours dans la légalité, etc. Hein, on parle vraiment d'optimisation, c'est qu'en fait, il y a une spécificité sur les sociétés de marchand de biens, c'est que on a un chiffre d'affaires qui n'est pas soumis à TVA. Enfin, le plus souvent, on a des opérations qui sont exonérées de TVA. Et ça en fait, ça amène une taxe que j'ai découvert, comme toutes les taxes, j'ai découvert chaque année quand tu vois dans mon expérience entrepreneuriale, je découvrais comme ça des taxes, je dis mais c'est quoi cette ligne là, j'ai jamais vu passer, et hop, il y a une nouvelle taxe qui est arrivée. Quand t'as pas fait les formations gestion d'entreprise, tu les découvres au fur et à mesure. Et la dernière que j'avais trouvée, c'était la taxe sur les salaires. Donc en fait, sur les sociétés qui n'ont pas un chiffre d'affaires qui est soumis à TVA, bah en fait, il y a une taxe supplémentaire qui vient à proportion de ton chiffre d'affaires, du pourcentage du chiffre d'affaires qui est sans TVA et du volume de, de salaire que tu paies. Donc c'est une astuce, c'est que tu vas mettre ton salaire au niveau de la holding, entre la holding et la personne physique, et tu vas avoir ton chiffre d'affaires exonéré de TVA sur la société commerciale. Donc nous, c'était déjà rien que pour ça, même sans avoir, même tu vois, sans avoir un accident d'argent, c'était déjà intéressant de créer et de gérer une holding par rapport à la taxe sur les salaires. Voilà, donc il y a plein d'utilisations différentes. Exactement. Ça, c'est vrai que c'est. Après, on voit beaucoup de formateurs qui ont d'activités qui sont exonérées de TVA et qui ont des salariés. Mais en effet, là, tu as trouvé la solution pour éviter de payer cette taxe sur les salaires bah oui, qui est encore une taxe qu'on peut essayer d'éviter, quoi. Donc, toutes les activités qui sont exonérées de TVA et qui ont des salariés, bah, c'est cette taxe sur les salaires qui apparaît. Et là, c'est super moyen d'essayer d'éviter d'en payer trop. Donc moi, si j'essaye peut-être de résumer ce que vous partagez, c'est qu'effectivement, le moment où on va créer sa holding, il y a le bon moment quand on a une optimisation fiscale à faire, quand on gagne trop d'argent pour pas que ça parte et qu'on se fasse allumer. Il y a aussi ne pas risquer non plus de perdre tous des assets et des projets. Alors vous parlez d'immobilier, mais ça peut être aussi l'acquisition de nouvelles boîtes, etc. Où on sépare un petit peu les œufs, on les met dans plusieurs paniers et on sécurise les paniers. Et c'est vrai que cet exercice-là, je l'ai fait très récemment, moi, avec Squared, et c'est grâce notamment à tous les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Aujourd'hui, il y a Squared, que je détenais en personne physique. Maintenant, il y a la holding au-dessus, et cette holding me permet effectivement de faire plusieurs projets, que ce soit immobilier, d'ailleurs, on a pu en faire ensemble, Jean, ou d'investissement dans d'autres boîtes. Donc, et je sais que si j'avais fait ça dès le démarrage, ça aurait été trop tôt. Mais je crois qu'il y a un bon moment pour le faire. Exactement. Et en fait, il y a ce moment-là, en fait, il y a le moment où il y a les projets qui arrivent. Parce que en fonction de ça aussi, bah, il y a la manière de construire cette holding. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais il y a plusieurs manières de construire cette organisation juridique. Mais c'est en le faisant au bon moment qu'on va pouvoir vraiment prendre les bonnes décisions dans la manière de le faire aussi. J'aimerais peut-être revenir sur un petit truc, mais qui, je pense, est important pour l'audience que tu as partagé, Greg, c'est tout ce qu'on discute là. Pourquoi on ne le sait pas à la base? Tu vois qu'on peut avoir une capacité d'entrer avec notre boîte, voilà, d'où ça vient ça? Pourquoi il n'y a pas d'éducation sur le sujet ou très peu? Ouais, bah c'est dans l'entrepreneuriat, souvent, tu vois, on saute de la falaise, on construit le parachute, on apprend les choses au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est dommage, mais il faut rester proche de ceux qui savent, et pour pouvoir savoir que ça existe, en fait. Et
peut-être pas creuser tout de suite, mais savoir que ça existe. Et quand on se rapproche de cette situation-là, eh bien, parce qu'on sait que ça existe, on va pouvoir creuser. Mais c'est le minimum à essayer d'avoir, c'est de pouvoir être proche de ceux qui savent et qui peuvent vous partager ces informations. Il y a tellement de choses aussi à partager. Enfin, quand on est entrepreneur, on a déjà son propre métier, son cœur de métier on veut déjà être le meilleur là-dedans. Et là, on nous demande d'être aussi bon dans la gestion, dans la juridique, dans la fiscalité. C'est difficile, on ne peut pas tout maîtriser. Donc, il faut bien s'entourer. Ne pas s'isoler et rester avec ceux, en effet, qui peuvent partager ces informations et au bon moment, du coup, parce que ils voient que notre propre situation, elle évolue et qu'on va avoir besoin de leurs conseils. Ouais, c'est un truc que je vois assez souvent tu vois, dans les accompagnements que je fais, comme tu as soulevé vraiment le point, Grégory, comme les gens en fait sont bons dans leur métier, mais sont parfois carrément nuls dans la gestion d'entreprise, alors que ça va être un levier énorme et probablement même une priorité pour la réussite de ton projet. Tu vas être formé à l'architecture, formé, tu vois, même le boulanger, enfin tout ce qu'on peut avoir de profession. Mais le côté gestion d'entreprise n'est pas du tout, est pas du tout fait, et pas du tout travaillé. Et je connais pas la proportion d'entrepreneurs, je crois que j'avais vu passer des trucs où on y parlait, c'est 1%, mais je pensais même pas à 1% de la population. Mais ce qui fait qu'en fait les différents parcours pédagogiques sont pas orientés autour de ça, quoi. Donc il y a vraiment des connaissances mais de base, de base, qu'on voit pas tant qu'on n'est pas en lien avec ça. Et je rebondis sur un truc, tu dis s'entourer. Moi, je préciserai un truc parce que c'est mon expérience personnelle. Euh, Bien sûr qu'il faut avoir des bons conseillers, des bons experts comptables. Alors, je vais pas dire l'inverse, on a un expert comptable qui est là. Ça, c'est une évidence et c'est indispensable. Ouais, ça serait mal, ça partirait mal. Mais je pense que plus que tout, ce qu'il faut avoir, c'est des gens qui se sont retrouvés dans la même situation que vous, donc des entrepreneurs. Si tu veux vraiment avoir des solutions, il faut vraiment avoir des entrepreneurs parce que c'est celui qui a connu le problème qui va pouvoir te partager la solution parce qu'il va comprendre qu'il y a un problème et une solution. J'ai un très bon comptable et je sais pas combien de fois je suis revenu en lui disant ah mais il y a ça, il m'a dit ah bah oui c'est une très bonne idée, vous devriez le faire. Et il n'avait pas percuté qu'il y avait un truc à qu'il y avait un truc à proposer, tu vois. Bisous au comptable au passage, quoi. Donc vraiment le fait d'être à côté d'entrepreneurs, ça te permet de combler tous ces angles morts que tu peux pas imaginer tant qu'on t'en a pas parlé, quoi, tout simplement. Ouais, c'est celui qui a les connaissances et qui a été dans les tranchées. Et c'est d'ailleurs ce que j'adore chez vous, c'est que vous avez la connaissance, mais vous l'avez carrément expérimenté en façade. Et donc moi j'ai quand même une question à vous poser parce que je trouve que c'est rare en fait, à la fois de connaître ce qui se passe et de l'avoir expérimenté. C'est dans votre parcours. Qui est-ce qui a fait que vous avez été sensibilisé hyper tôt dans votre carrière entrepreneuriale à tous ces sujets-là? Si vous reflétez, alors peut-être qu'on va remonter 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, je sais pas. Hmm. Greg, t'as un parcours plus classique, toi, peut-être. Moi, j'ai un parcours hyper Commence classique. Ouais. à... Non, moi, je suis quelqu'un de Ouais, très classique, très, très bateau, quoi. C'est un peu chiant un même. peu chiant, un peu Un peu chiant. chiant. Ah, je suis expert comptable, voilà. Et donc, c'est vrai que moi, euh, c'est tout simplement parce que j'avais une boîte à racheter. Et enfin, la holding, le montage, tout ça, je m'y suis mis tout de suite parce que j'avais une boîte à acheter. Si c'est moi qui ai emprunté personnellement, ça veut dire que mon employeur doit me verser un salaire, donc ma boîte à moi doit me verser un salaire qui soit suffisant pour à la fois mon quotidien, vivre, suffisant pour rembourser le crédit. Et ça veut dire que c'est un montant qui est important. Et du coup, je dois payer beaucoup de charges sociales, beaucoup d'impôts sur le revenu. Et en fait, à cause de ça, parce que si c'est moi qui rembourse, mon salaire doit être trop élevé et ma boîte ne peut pas me verser ce salaire. Elle n'a pas les moyens de me verser ce salaire-là. Il y a beaucoup trop de perditions en charges sociales et en impôts sur le revenu. Donc il a fallu trouver une autre solution. Et c'est vrai que, après, personne ne me l'a expliqué. Hein. Même moi, expert comptable, personne ne me l'a donné cette solution. C'est moi qui l'ai trouvé par moi-même finalement. C'est pas moi qui ai emprunté du coup. C'est pas moi. C'est une holding, c'est une société que je détiens. Moi, je suis salarié de cette société, de cette holding, mais c'est elle qui emprunte pour acheter les parts de mon cabinet d'expertise comptable. Et donc, cette fois-ci, après, c'est pour qu'elle puisse avoir des sous, qu'elle puisse avoir des fonds pour rembourser ce crédit, eh bien, son salarié, donc moi je suis salarié de la holding, son salarié intervient chez un client qui est ma société d'exploitation, celle que j'achète. Et donc, mon employeur, ma holding, facture ma prestation à son client, ma société d'exploitation. C'est comme ça que ma holding, elle récupère tous les mois des fonds qui remontent dans sa trésorerie à elle. Et ces fonds permettent à la fois de me verser un salaire, mais aussi de rembourser le crédit. Et là, on économise les charges sociales et l'impôt sur le revenu. Parce que les charges sociales et l'impôt sur le revenu, ça va être que sur mon montant de salaire à moi, et pas sur la globalité de la facturation. Donc, cette fois-ci, l'opération, elle peut se faire. Donc, en fait, c'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand on crée une holding, il ne faut pas que ce soit, quand on fait un montage juridique,
il ne faut pas que ce soit dans le but de réduire l'impôt, même si ça l'est. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement dans le but de réduire l'impôt, comme on dit, éluder l'impôt, parce que sinon, ça veut dire que l'administration fiscale, elle peut retoquer le montage qu'on fait. Et donc là, il y a un intérêt économique dans mon cas. Si je ne crée pas la holding, qui me propose en effet des avantages fiscaux, si je ne crée pas la holding, eh ben, économiquement, je ne peux pas financer le rachat de mon entreprise. Donc voilà, moi je suis passé par la holding, donc très tôt, naturellement, par le fait de mes opportunités, je suis passé par là. Et voilà, c'est des expériences de vie qui font que c'est intéressant aujourd'hui, qu'on a ces compétences et qui nous enrichissent en tant qu'entrepreneur. C'est comme ça que tout a démarré. Ok, toi Jean, c'est similaire le parcours ou c'est différent? Non, pas du tout. Enfin, en fait, moi, j'ai un parcours salariat pendant 10 ans. Enfin, salariat, j'ai fait 2 fois l'armée en peloton d'intervention de gendarmerie au pompiers de Paris. Après, j'étais géomètre, topographe géomètre. Après, j'ai fait agent immobilier. Donc, en fait, mon parcours, c'est le parcours d'un mec qui se cherche, qui est pas bien là où, dans tous les jobs qu'il fait, qui sent bien qu'il y a un truc qui va pas, mais qui sait pas quoi. Et en fait, maintenant, je peux le dire avec 20 ans de recul. Le truc, c'est qu'il fallait que je sois entrepreneur. Mais je savais pas. Je savais pas parce qu'il y avait rien de tout ça autour de moi. Donc, en fait, j'ai passé mon temps à, tu vois, faire la sauterelle jusqu'à trouver ça. Et ce qui m'a amené, en fait, à trouver ces solutions, c'est tout simplement la névrose de la situation dans laquelle j'étais. Il fallait que je m'en aille, quoi. Il fallait que je m'en aille. Je supportais pas d'être salarié pour ce que ça m'imposait de contraintes de temps, de contraintes de décision. Enfin, tu vois, voilà, ça calait pas. Là où d'autres vont absolument pas supporter ma situation, le risque, voilà, ben moi je supportais pas ça. Et donc en fait, c'est juste le passage à l'action. C'est de toute façon, ça brûlait sur ma chaise, donc il fallait que j'aille ailleurs. Et c'est le passage à l'action. Et encore aujourd'hui, si tu veux, je me rends bien compte qu'à chaque fois que je fais quelque chose, et on a beau avoir un niveau qui est beaucoup plus avancé qu'il y a 10 ans, à chaque fois que je fais quelque chose, on prend toujours un mur dans la tronche. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, il y a toujours une problématique qui se crée. Donc maintenant, je me pose plus la question. On fait d'abord et on s'adapte ensuite, tu vois. Et je crois que ça vient comme ça. Tous ces apprentissages-là, ils viennent en mettant les pieds dans la boue, tout simplement, et en nettoyant au fur et à mesure, quoi, en apprenant au fur et à mesure. Alors, bien évidemment, pas en faisant n'importe quoi, hein, mais, euh, mais en passant à l'action. Il y a trop de gens, je le vois aussi dans nos accompagnements ou dans les gens avec qui on discute, il y a trop de gens qui essaient de préparer quelque chose de parfait et qui ne le lancent jamais, alors qu'en fait, le plus important, c'est de réduire le temps entre l'idée dans ta tête et le passage à l'action, quoi. Et en particulier, peut-être justement, tout comme Greg, lui, a mis les pieds dedans justement à travers ce projet de rachat d'entreprise. Toi, tu as mis le pied dans justement la gestion, le patrimoine, les montages juridiques à travers ta société de marchand de biens ou c'était déjà le cas avant Eh non, en fait l'idée de base, c'est juste que j'étais feignant. J'étais feignant et donc je voulais, comme tout le monde, avoir des rentes qui venaient de je m'en fous d'où. C'était hyper important. Et moi, siroter des cocktails au soleil. Enfin, il faut remettre les trucs dans l'axe, quoi. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Moi, ça me faisait. On a le droit d'être impoli. Ça me faisait chier, si tu veux, d'aller au taf et ça me faisait chier de faire. Voilà, c'était vraiment ça que je vivais. Donc, en fait, tu t'es dit, ok, bah, comment je fais, comme beaucoup, à mon avis, tu vois, l'immense majorité des gamins à cette époque-là, comment je fais pour trouver des solutions à ça? J'aurais des anecdotes pour après, tu vois. Comment je fais pour retrouver des solutions à ça? Des désinvestissements extrêmement de haut niveau, tu vois. Et en fait, petit à petit, bah, tu saisis des opportunités. Donc je me retrouve dans l'achat-revente, mais c'est le hasard absolu, tu vois. J'aurais pu être dropshipper à Dubaï, tu vois, si j'étais dans la génération actuelle. C'est vraiment le compte circonstance. Et la chance que j'ai, c'est qu'en partant dans ces tuyaux-là, bah, au bout d'un moment, je me découvre en fait un potentiel, une passion, et puis tu te rends compte que bah, t'adores la gestion d'entreprise, t'adores avoir des projets, et que bah, tu peux mettre tout l'argent que tu veux sur mon compte en banque aujourd'hui, bah, probablement qu'il y aura toujours des projets derrière. Ils sont peut-être décalés, ils sont peut-être orientés différemment. Mais en fait, c'est ça qui t'anime, tu vois. J'aime bien dire que moi, mon job, c'est de gérer des problèmes, tu vois. C'est de gérer des problèmes toute la journée. En fait, s'il n'y a rien, tu tu t'ennuies, quoi. Tu veux des problèmes. Ouais, non, peut-être pas dire ça. Non, mais on est servi en tant qu'entrepreneur. On passe notre temps à résoudre des challenges, c'est que ça, tu vois. C'est ce qui est chouette. C'est ce qui est chouette tant que tu arrives à le gérer, tant que c'est pas excessif, bien sûr. Ah, mais c'est intéressant du coup quand on regarde nos trois approches et moi j'ai le sentiment d'être à 10% de votre connaissance et même d'action en termes de montage, de patrimoine, etc. Mais c'est de ton côté Greg, c'était une nécessité entrepreneuriale auquel je m'intéresse au sujet parce que j'ai ce besoin-là. Toi Jean, c'est par rapport à je sais pas, un sentiment de liberté, voilà, de créer ce genre de choses.
Et puis moi, c'est plus une opportunité aussi de se dire, effectivement, à un moment donné, la boîte, elle fonctionne bien. Et à force de discuter avec vous, de se dire, OK, on peut vraiment optimiser tout ça. Et surtout, se dire, OK, il y a plein de nouveaux projets qui peuvent arriver. Et la structure actuelle, la société d'exploitation, n'est pas suffisante pour... Enfin, ça pourrait marcher, mais c'est risqué de faire ça. Et donc, il faut créer la holding, etc. pour pouvoir faire ces projets. Top. Est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter au niveau, justement, bon, la question globale, c'était comment se constitue un patrimoine avec sa boîte. Je sais qu'on pourrait aller en détail sur d'autres sujets, mais est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'aurait pas abordé sur ce sujet un peu global? Ouais, complètement. On sous-estime en fait son potentiel quand on est entrepreneur à aller utiliser une capacité d'emprunt qu'on a. On a cette capacité d'emprunt à titre perso où on est vraiment limité. On est limité parce qu'il y a des sécurités européennes qui nous limitent dans notre capacité d'emprunt à grosso modo 30% de notre salaire net. On ne va pas pouvoir emprunter plus ou en tout cas rembourser des mensualités supérieures à 30% de notre salaire net. Ça veut dire qu'on va être limité aussi en montant, parce que si on est limité en montant mensuel à rembourser, en nombre d'années, ben on va être limité en montant à emprunter. Sauf qu'en société, en fait, on n'a pas ces limites-là. La seule limite qu'on va avoir si on investit et grâce à notre environnement professionnel, ça va être la capacité de notre société à faire du bénéfice. Et si vous en faites, eh ben, finalement, la totalité de votre bénéfice peut être utilisée pour être un loyer que votre société va supporter et qui va être versé à une autre société qui vous appartient. Et cette société qui vous appartient, elle aura emprunté pour un achat immobilier. Concrètement, des locaux, moi, voilà, à une époque, j'avais 200 000 euros de bénéfices, bah, ça me saoulait. Ça me saoulait d'avoir 200 000 euros de bénéfices. Là, j'étais avec un client tout à l'heure, c'est pareil, il paye 150 000 euros d'impôts, ça le saoule. Donc, on fait un projet immobilier, on vient d'acheter un bien à Levallois. Mais moi, voilà, j'avais 200 000 euros de bénéfices. Ça m'aurait coûté 50 000 euros d'impôts sur les bénéfices. En faisant mon prévisionnel, je me suis rendu compte que j'allais avoir ce bénéfice. En fait, j'ai anticipé. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je suis actuellement locataire d'un bureau dans le centre de Paris. Il est bien sympa, mais ça commence à être trop petit. Pourquoi je ne regarderais pas un autre bien immobilier qui serait peut-être beaucoup trop grand, mais j'anticiperais un petit peu ma croissance à venir. Mais surtout, bah, ma société, elle a 200 000 euros de bénéfices. Elle va avoir 200 000 euros de bénéfices. Elle pourrait du coup supporter un loyer de 200 000 euros. Donc, ça me permet d'aller rechercher un bien immobilier avec une capacité d'emprunt et surtout de remboursement qui va être à hauteur de 200 000 euros par an. Avec 200 000 euros par an, sur 20 ans, c'est ce que j'ai obtenu, avec un taux hyper compétitif parce qu'on obtient des taux qui peuvent être intéressants aussi en pro, alors parfois un peu moins bien en pro qu'en perso, mais qui peuvent être intéressants malgré tout. Et bien avec 200 000 euros de bénéfices, ça m'a permis d'emprunter 3,2 millions et d'acheter un super local dans le centre de Paris dans lequel j'ai mis mes équipes. Donc ma société d'exploitation paye un loyer du montant de 200 000 euros par an parce que c'est le bénéfice que je prévoyais de faire. Ces 200 000 euros par an de loyer, ils sont payés à une SCI qui elle a un crédit parce qu'elle a acheté le bien immobilier. Donc avec ces 200 000 euros qu'elle encaisse, elle rembourse le crédit et ça me permet d'économiser dans ma société d'exploitation 50 000 euros d'impôts sur les sociétés. Dans ma SCI, je ne paye pas d'impôts parce que c'est une SCI à l'IS et j'ai beaucoup de frais à l'acquisition. Et en plus de ça, finalement, je transforme des loyers, ou des charges ou de l'impôt en patrimoine, un bien immobilier que j'acquiers, qui prend de la valeur à chaque fois que je le rembourse un peu plus, et dans lequel, on va en parler, mais je peux faire entrer aussi qui je veux au capital de cette boîte. Donc je peux préparer. Ça, on regarde la surprise. On garde la surprise. Voilà, qui je veux, surprise. Moi, je vous dirai plus tard qui je veux. Parce que je veux pas tout le monde. Non, je déconne. Et donc. Mais tu vois, le sous-jacent de ça, c'est comprendre qu'à chaque fois, il faut essayer de faire fructifier tout l'argent dont on dispose. Et l'argent dont on dispose, c'est l'argent qu'on a vraiment sur son compte, mais aussi l'effet levier qu'on pourrait avoir. Donc on va le faire à titre perso sur l'investissement locatif classique du bon père de famille, mais il faut voir qu'il y a aussi une poche d'effet levier qui existe par l'actif de la société, par l'actif de chacune des sociétés actives et efficaces qu'on a. Tu vois. Exactement. C'est ça un peu le sous-jacent. Ça rejoint, voilà, c'est bien de. Merci Jean. En effet, c'est super important. En fait, on se rappelle ce qu'on a dit il y a quelques instants. On se verse le salaire dont on a besoin. Moi, je me versais le salaire que j'avais besoin dans ma holding. Et ce que je me verse pas, je le laisse dans ma holding. Ça veut dire que notre environnement pro, elle a cette cagnotte, elle a cette trésorerie qui augmente. Et cette trésorerie qui augmente, on va l'utiliser pour aller faire un apport pour obtenir le financement et rassurer la banque et obtenir le financement et le crédit. Donc on a à la fois, si on fait ces investissements dans notre environnement professionnel, on a à la fois cette trésorerie
qu'on ne s'est pas versé parce qu'on se verse ce qu'on a besoin comme salaire, la trésorerie accumulée durant les années où on a bien travaillé, et en plus, on a cette capacité d'emprunt. Donc en fait, on peut aller très vite faire des montants intéressants, très impressionnants d'investissement immobilier. Et c'est comme ça qu'on peut développer fortement un patrimoine. Ça reste dans votre environnement professionnel, pas dans votre poche personnelle, mais n'empêche que ça vous sécurise pour vos vieux jours, ça vous prépare de la transmission et ça peut vous faire un complément de revenu le jour venu. Le jour où vous avez plus trop de revenus parce que vous êtes à la retraite, bah, il y a votre SCI qui, elle, encaisse des loyers, a peut-être fini de financer le crédit et du coup, elle peut vous verser un salaire au moment où votre salaire, lui, a baissé. Donc, ça permet de décaler du revenu pour plus tard et de vous le verser lorsque votre fiscalité est plus légère. Ouais, et pour l'anecdote, tu vois, Romain, un truc que j'ai constaté dans les profils un peu comme nous, c'est que souvent, ces profils-là, quand tu leur demandes combien ils ont de salaire, donc depuis la holding, tu te rends compte qu'il n'y a quasiment pas de salaire. Parce que bien souvent, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, tous les investissements qu'on a fait en pro sur nos entreprises, etc., en fait, on a eu un peu le même côté d'un point de vue perso. On a souvent fait des plus-values à titre perso. Alors, moi, typiquement, c'est sur de l'immobilier, tu vois, de l'immobilier locatif que tu vas revendre de manière très saine et très naturelle. Et ce qui fait qu'en fait, on a mis cet argent qu'on avait gagné à titre perso, on l'a réinjecté dans nos boîtes, dans des comptes courants d'associés, donc un compte dans la société qui représente une dette de la société envers nous, et ce qui fait que quand on a besoin d'argent, on sort de l'argent de ce compte courant d'associés. Et ce qui fait que je crois que Greg il dit récemment, il disait il s'est fait augmenter par ses équipes. Ça a choqué, T'es hein. passé à quoi, je crois? Combien t'as de salaire? En 2005, je crois? T'as de salaire, c'est Ouais, ça? 2005. Mais en fait, j'ai fait même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait même la moyenne de mon salaire sur les 10 ans. En fait, ça fait 10 ans, ça fera 10 ans dans un mois que j'ai racheté mon cabinet expertise comptable. Donc, je me suis dit, tiens, combien je me suis versé de salaire en 10 ans? Eh bien, comme tu dis, déjà, quand j'ai racheté ma boîte, j'ai apporté en compte courant d'associé. J'avais apporté 300 000, le fruit de la vente d'un appart. J'avais fait une première boîte avant, ça m'avait acheté un appart, etc. Bon, bref, j'avais apporté 300 000. Ma boîte me doit encore 250 000 de compte courant d'associé. Et je me suis versé un salaire, et sur 10 ans, mon salaire moyen, c'est 3 000 euros brut par mois. C'est ce qui me suffit. Ah, tu vois, ça te manque quand même pas, ouais. Et tu vois, moi aujourd'hui, en ce moment, je suis à 2 000 euros de salaire depuis la holding. Et exactement pour la même raison. C'est que, en fait, et d'ailleurs, ça, c'est un constat patrimonial global, vu que c'est vraiment le thème du jour. Il faut bien comprendre que, à l'échelle d'une vie, très souvent, mathématiquement, et c'est à la louche pour faire comprendre l'idée, mais très souvent, l'ensemble de vos salaires représente à peine 50% de ce que doit être votre patrimoine à la fin. C'est-à-dire que le reste, c'est vraiment les investissements qui le font. Et d'ailleurs, assez naturellement, ce qu'on rencontre, c'est que tu touches le SMIC, 2000 euros, 2500 ou 20 000 euros par mois, très souvent, à la fin du mois, il reste rien. C'est classique, hein, c'est un classique d'adaptation. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi, quand j'ai démarré, en fait, je me disais, ah, mais moi, si je fais 1500 euros par mois qui tombent en rente, ben c'est bon, je suis arrivé, c'est parfait. Aujourd'hui, tu me donnes 1500 euros par mois, bah, je suis vraiment dans la panade, tu vois. Parce que très naturellement, le rythme de vie, il s'est adapté, les charges augmentent, etc. Et donc, il faut en général penser que ton salaire va combler tes charges, tes besoins au quotidien, mais que c'est tes investissements qui vont amener vraiment la gestion patrimoniale et qui vont en faire ce patrimoine sur le long terme. Mais vraiment, il faut comprendre que le côté investissement va avoir autant, voire plus de place que la partie salariale, quoi. Bon, avec un salaire de 3 000 euros brut par mois, j'ai pu développer un patrimoine de plus de 10 millions d'euros. Voilà. Et actuellement, j'ai 10 000 euros sur mon compte, c'est trop quoi. En fait, j'ai pas besoin d'avoir autant sur mon compte bancaire. En fait, je voulais faire un petit achat, on en parlera plus tard, des achats un petit peu exotiques, mais que j'ai pas fait. Et au final, voilà, j'ai trop d'argent sur mon compte et ça sert à rien d'en avoir autant. En fait, si tu as besoin d'argent à titre perso, c'est toi ton patron, c'est toi l'employeur, c'est toi qui décides. Si tu as besoin d'un salaire, bah, tu peux te le verser au moment où tu as besoin. En attendant, tu le laisses dans la société. Tu prends uniquement ce que tu as besoin. Et si tu as un petit besoin exceptionnel, bah, tu le sais que tu peux te le verser. Voilà, tu te verses ça peut être des dividendes de jour venu, mais c'est pas toujours intéressant. Un dividende, il faut voir au cas par cas. Mais tu as la main mise sur ta propre rémunération. Ouais. Tout ça pour dire que c'est un état d'esprit qui est global, quoi, entre le perso et le pro. C'est exactement, et c'est top parce que ça fait la transition avec un prochain épisode que j'ai envie d'enregistrer avec vous sur l'état d'esprit. Mais ce que je trouve vraiment chouette dans ce que vous avez partagé là jusqu'à présent, c'est que à travers votre parcours, et je sais qu'on a effleuré, ne serait-ce effleuré que le sujet, et je rêverais qu'on puisse en direct live avoir une espèce de diagramme où on voit la société d'exploitation, la holding au-dessus, la SCI pour voir un peu les flux. Ça sera pour un autre jour, mais surtout capter un peu la philosophie justement là quand vous me partagez le fait que vos salaires sont vraiment minimum, mais que voilà, c'est vraiment une stratégie d'investisseur. Et c'est sur ce sujet-là que j'aurais envie après de vous emmener dans le prochain épisode.
Mais avant, parce que là, je pense que voilà, on entend Greg, on entend Jean, on entend marchand de biens, on entend comptable. Comme on va passer quelques épisodes ensemble, moi, je serais curieux de savoir comment on peut vous découvrir davantage, où est-ce qu'on peut vous retrouver, découvrir votre actu. Greg, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, on peut me trouver sur Instagram, de manière assez classique. Instagram, c'est très bien. Mon prénom, mon nom, vous allez me trouver, ou sur LinkedIn, mais Instagram, c'est bien. Ouais. Parfait. Et toi, Jean? Si tu veux voir ce que je mange, c'est plutôt Instagram, effectivement. Non, c'est vrai que Instagram, je partage plus le quotidien. Pour me contacter, LinkedIn, c'est bien. Après, pour les sujets spécifiques que je mène, comme l'achat-revente, c'est sur le site internet de la boîte, donc yacademy.com, L'académie avec un grec. Y-A-K-A-D-E-M-I-E, voilà, .com. Mais où je suis assez facilement joignable. Et toi, ton URL, Greg, c'est? Moi, c'est cabinet-fico, F-I-C-O.fr. Voilà. Mais essayez pas d'y aller, il prend plus de Je clients. prends plus de clients. Voilà, Il n'y désolé. a plus de C'est place. fini. C'est fini, c'est fermé. On a fermé les portes. Super, les gars. Je vous remercie beaucoup pour ce premier épisode et je vous retrouve pour le prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.